Bonjour à tous, bienvenue à CloudWest et merci d'être présent pour ce talk. J'espère que vous avez une petite faim parce qu'il y a un sacré menu qui nous attend avec Kubernetes et la sécurité à tous les niveaux. Alors tout d'abord, qui vous parle? Bien écoutez, moi c'est Tristan, passionné par tout ce qui est cloud et DevOps. Je suis cloud architecte à Ipon, l'agence de Nantes. Donc moi, mes sujets, c'est tout ce qui va être AWS, GCP, infrastructure as code, Kubernetes, bien évidemment, c'est pour ça que je suis là. Quand je fais pas d'IT, eh bien, je fais un peu de sport. J'ai la chance de faire du hockey sur gazon à Saint-Sébastien et à Carquefou. Si vous cherchez un super sport par équipe, mais écoutez, n'hésitez pas. Donc, le menu du jour. Comme je vous le disais, l'idée, c'est vraiment d'étudier qu'est-ce qu'on peut faire pour sécuriser une plateforme Kubernetes à tous les niveaux. Donc l'idée ici, c'est pas de vous présenter des outils, des approches, des process, etc. C'est vraiment de vous montrer l'étendue de tous les sujets qu'il faut couvrir pour sécuriser correctement une plateforme Kubernetes. On parlera parfois un petit peu d'outils, en général c'est vraiment les outils standards, très généralement issus de la CNCF, qui font partie vraiment de l'écosystème Kubernetes. Mais voilà, une fois de plus, l'idée est vraiment de vous montrer les différents sujets à aborder et d'avoir quelques pistes pour savoir comment les traiter. Commençons par l'entrée. Ici, on va s'intéresser vraiment aux couches basses du cluster Kubernetes, en particulier les serveurs qui vont porter le cluster, que ce soit du bare metal, des VM on-premise, des VM en cloud, peu importe, vraiment l'infra qui va porter le cluster. Ensuite, le réseau au niveau périmétrique, donc autour du cluster, ainsi que le réseau dans le cluster. On verra comment isoler, cloisonner l'ensemble des workloads. Et dernier point, l'accès à l'API Kubernetes. Vous savez, sur Kubernetes, tout est API. Donc, il convient de sécuriser les accès à cette API. Donc, la partie hardening du cluster et du système. Sur cette partie, il y a une bible qui fait référence, qui s'appelle le CIS Benchmark. Donc, CIS, c'est pour Center of Internet Security. C'est un organisme indépendant, à but non lucratif, qui émet des préconisations de sécurité, entre autres sur Kubernetes. Donc là, c'est ce qui nous intéresse. Je vous ai mis un petit extrait sur les règles pour la sécurisation au niveau des droits uniques des fichiers sur un serveur qui porte le control plane. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez précis et également assez rébarbatif. C'est pas ce qu'on préfère faire. Donc, pour obtenir un SOC sécurisé, bien évidemment, on peut partir d'un serveur physique ou virtuel complètement nu et y installer Kubernetes et ensuite appliquer toutes ces règles de sécurité qui ne sont pas toutes par défaut quand on installe un cluster. On peut également prendre quelques raccourcis ou en tout cas se positionner dans une situation qui rendent la chose un peu plus aisée. Donc d'une part, on peut partir d'un OS autre qu'un OS standard qu'on va trouver sur les serveurs type RHEL ou Ubuntu, et vraiment partir sur un OS ou une distribution spécifique et adaptée à porter un cluster Kubernetes. Donc chaque grand éditeur et acteur du monde de la containerisation a le sien. On peut parler par exemple de COS de Google, FreeOS de VMware ou CoreOS côté Red Hat. Il y en a d'autres. On peut également ne pas s'occuper de l'infrastructure qui porte en particulier le control plane. Donc dans ces cas-là, on va utiliser des offres de cluster managés qu'on va trouver naturellement sur les hyperscalers avec EKS, GKE, AKS selon celui que vous préférez. Dans ce cas, vous vous retrouvez sans avoir à gérer la sécurité au niveau système du control plane et dans une moindre mesure au niveau des worker nodes. Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas être en cloud public, vous avez des solutions comme OpenShift qui d'ailleurs permettent de l'hybridation. Donc on peut très bien installer ça on-premise ou sur le cloud public. Donc des solutions comme OpenShift ou comme Rancher.
qui, pareil, qui vont amener une installation packagée du cluster Kubernetes et amenant ainsi déjà une couche de hardening. Il y a également des solutions qui viennent du cloud public comme Anthos ou comme EKS Anywhere qui vous permettent, quand vous êtes en situation d'hybridation, d'avoir des solutions pour déployer vos clusters on-premise avec les mêmes produits que ce qui est utilisé en côté cloud public. Et également, si on est un peu plus jusqu'au boutiste, il y a les offres serverless pour porter des serveurs Kubernetes, comme Fargate côté AWS ou comme le GKE Autopilot côté GCP. Dans ces cas-là, comme on l'indique, vous n'avez plus du tout d'infra à gérer, donc non, y compris le hardening du système. Enfin, si vous êtes dans une situation où vous voulez juste valider ce que vous avez fait ou valider ce qui a été fait par quelqu'un d'autre, vous avez un petit outil qui s'appelle Kubebench qui permet de vérifier la conformité de vos serveurs par rapport au CS benchmark. Donc une fois que vous avez votre cluster installé par le moyen que vous avez choisi, restera à le mettre à jour. Donc ça c'est du bon sens. J'attire juste votre attention sur c'est pas un long fleuve tranquille de mettre à jour un cluster Kubernetes. D'une part, il faut le faire assez souvent, puisqu'on a un rythme de versionning assez élevé. Et ensuite, c'est toujours quelque chose qui, même si au fil des années, devient de plus en plus simple, est toujours un sujet important à traiter dans le cadre de la MCO vis-à-vis de la conformité de votre SOC, de la compatibilité avec les applications, avec l'obsolescence de l'API, beaucoup de fonctionnalités évoluent, apparaissent, sont remplacées. Donc il est important de bien suivre les changelogs de chaque version. C'est quelque chose qui prend pas mal de temps, même quand vous êtes dans une situation assez favorable, on va dire, avec du cluster managé. Même dans ces cas-là, n'oubliez pas la mise à jour et le temps qui va avec pour bien s'en occuper. Deuxièmement, le réseau. Donc tout d'abord, la sécurité, on va dire périmétrique, donc autour de votre cluster. Veillez à exposer de façon minimale les nodes et le control plane, en particulier le control plane. Les endpoints, notamment de l'API serveur, doivent être exposés à minima juste pour l'administration et l'installation sur le cluster. Donc à proscrire les accès publics. C'est très pratique au début pour commencer, quand on veut un peu expérimenter, qu'on n'a pas forcément la liaison, une liaison VPN ou équivalent pour se connecter à nos clusters. Très souvent, c'est le paramétrage par défaut quand on commence à monter des clusters en cloud public. Ceux-ci sont publics pour que ce soit plus simple. C'est effectivement plus simple pour commencer, pour faire des tests, pour expérimenter. Par contre, c'est vraiment à proscrire quand on passe en environnement de production, en tout cas en environnement entreprise. Donc sécuriser et exposer de façon minimale l'ensemble de votre cluster. Ensuite, en amont des ingress, donc je vous rappelle, les ingress, ça va être le moyen d'exposer à l'extérieur de votre cluster vos applications. Donc ça va vraiment être le point d'entrée de votre cluster. C'est par ce biais que vous allez exposer les applications qui vont être déployées dedans. Donc sécuriser un maximum en amont de ces ingress. Il y a beaucoup de possibilités d'intégration, notamment avec des web application firewall, des load balancers qui vont apporter des couches de sécurité, etc. Donc, plus vous sécurisez en amont de votre cluster, mieux c'est. Ensuite, à l'intérieur du cluster, là, il y a une ressource fondamentale qui sont les network policies et qui vont permettre d'isoler au niveau des pods vos différentes ressources. Je rappelle, si vous ne le savez pas, que par défaut, tous les pods d'un cluster vont communiquer entre eux. Les namespaces en particulier n'offrent aucune isolation et aucune isolation réseau en particulier. Donc si vous ne faites rien, par défaut, tous vos pods vont communiquer entre eux. C'est certainement pas ce que vous souhaitez. Pour commencer, en général, ce qu'on fait, c'est de commencer par isoler par les namespaces qui vont traditionnellement porter des applications différentes. Donc là,
Une première approche consiste à isoler ces applications les unes des autres. Après, on peut aller bien sûr plus loin, isoler certains pods vis-à-vis d'autres avec certains flux sur certains ports, etc. Pensez également à filtrer les flux sortants. Les network policy permettent de travailler en entrée et en sortie. C'est beaucoup plus facile de filtrer les flux sortants. En tout cas, on a une granularité beaucoup plus fine en faisant au niveau des network policy, puisqu'on va travailler au niveau du pod, alors que si vous cherchez à le faire en sécurité plus périmétrique, plus traditionnelle, vous n'allez pas pouvoir facilement filtrer les flux venant de certains pods, donc de certaines applications, etc. C'est assez compliqué, donc le plus simple est de le faire au niveau des network policy. Également, petit point auquel on ne pense pas forcément, c'est d'interdire si possible l'accès au metadata serveur DVM quand vous êtes en cloud public. Donc c'est un endpoint interne à toutes les VM qui permettent de récupérer certaines informations sur la VM et si c'est configuré comme ça, de récupérer une authentification pour s'authentifier auprès de l'API du cloudeur concerné. Donc il est préférable d'interdire via une network policy l'accès à ce metadata serveur. Petit détail, mais qui renforce bien la sécurité. Donc, on peut voir, les network policy, c'est assez pratique, c'est très, très recommandé de les utiliser. Par contre, c'est en général assez compliqué à mettre en place, puisque c'est du réseau, on va dire, bas niveau, qu'on va devoir traiter au même endroit que le déploiement applicatif, donc du coup avec des compétences et des habitudes qui sont pas forcément là pour traiter à la fois des problématiques réseau et des problématiques de déploiement applicatif traditionnelles. Donc c'est parfois un petit peu dur à faire adopter, mais c'est, comme je vous l'ai dit déjà, extrêmement utile. Dernier point sur la sécurité des fondations, les bonnes pratiques au niveau des autorisations avec le modèle airbag de Kubernetes. Là, l'idée, c'est pas de vous redécrire tout le modèle airbag Kubernetes qui est très complet et dont faut, j'ai envie de dire, admettre la complexité, admettre qu'il, si vous débutez en Kubernetes, qu'il va falloir passer un certain temps à regarder la documentation, à comprendre les concepts, à faire des essais. Parce que si ça a l'air compliqué, c'est parce que ça l'est réellement, ça permet de faire beaucoup de choses à un degré très fin, mais bon, voilà, il y a quand même une certaine complexité. Donc juste quelques grandes lignes, bien évidemment respecter le principe de moindre privilège ici aussi. Utiliser les rôles au bon niveau, il y a deux niveaux, il y a les rôles au niveau cluster et les rôles au niveau namespace. Favoriser les rôles au niveau namespace, quitte à dupliquer un même rôle plusieurs fois au sein de plusieurs namespaces. Éviter les wildcards quand vous définissez vos rôles. Je vais vous donner un petit exemple à droite. Quand il s'agit de définir des ressources ou des verbes, on peut tout à fait mettre une étoile plutôt que de mettre précisément le verbe qu'on autorise sur quelle ressource. Alors c'est très pratique de mettre des étoiles puisqu'on ne connaît pas forcément la liste des verbes, en plus celle-ci peut évoluer. Pareil, les ressources, il faut garder à l'esprit que Kubernetes est extensible. Donc les droits que vous donnez à un moment donné ne sont pas forcément les droits qui seront en place le lendemain. S'il y a un nouveau type de ressource qui apparaît et que vous avez mis une étoile en ressource, vous aurez les mêmes droits sur cette nouvelle ressource sans l'avoir réellement souhaité. Donc faites vraiment attention aux wildcards, les utilisez vraiment un minimum. Également, éviter les mélanges entre les pods qui nécessitent des rôles et qui donnent des privilèges élevés et des pods qui vont être soit moins sûrs, soit exposés. Moins sûrs, bon, on n'arrive pas toujours on a parfois des contraintes qui nous empêchent de sécuriser autant qu'on souhaiterait. Et puis parfois, il y a des pods qui sont exposés. Par exemple, on va avoir des pods du front qui vont être exposés sur Internet. On va vouloir les séparer des pods qui vont porter le back, par exemple. Donc, dans ces cas-là, on peut utiliser des mécaniques côté Kubernetes pour séparer ces pods et faire en sorte qu'ils ne soient pas portés sur les mêmes serveurs, par exemple, avec les mécanismes de taint ou d'anti-affinité.
quelques autres bonnes pratiques, éviter l'usage des comptes de service par défaut. On crée un namespace, un compte de service par défaut est créé, et sur un déploiement ou un stateful set, si on ne précise pas de compte de service, c'est ce compte de service par défaut qui va être utilisé. Si on est sur des pods qui n'ont pas besoin d'accéder à l'API Kubernetes, désactiver le montage du token, du compte de service, ça vous garantira le fait que le pod ne pourra pas accéder à l'API. Comme je vous l'ai dit, pensez que Kubernetes est extensible. Et enfin, faites des reviews régulières des rôles et de leur utilisation. Voici pour l'entrée. Avant de passer au plat de résistance, je vous propose un petit entremets avec un concept qu'on va beaucoup utiliser pour traiter pas mal de problématiques de sécurité par la suite. C'est l'admission controller. Pour étudier comment ça fonctionne, je vous propose de reprendre le cycle de vie d'une requête qui va être réalisée pour créer par exemple un appel tout bête, par exemple pour créer un pod. Donc on souhaite créer un pod, on a notre petit manifeste en YAML tout propre, on va faire l'appel à l'API. Tout d'abord, il va y avoir une vérification de notre authentification, naturellement. Ensuite, de l'autorisation, est-ce qu'on a le droit de créer un pod? Si tout ça est bon, on va arriver à une première étape où on va pouvoir faire des webhooks. Donc ça, c'est la partie multi-thing admission. Les webhooks qu'on va pouvoir lancer à ce moment-là vont permettre de modifier la déclaration de la ressource que l'on souhaite créer. On va pouvoir par exemple rajouter des tags ou rajouter des request limits, ce genre de choses à la volée via des webhooks. On va vraiment être dans un aspect compléter, modifier l'objet que l'on souhaite créer. Ensuite, il y a une validation de l'objet. Et ensuite, on arrive à une deuxième étape, on peut refaire des webhooks, qui est la partie validating admission. Là, le but ne va pas être de modifier, mais va être de valider l'objet par rapport à des critères qu'on va définir, et toujours via l'appel de webhook. Donc on va pouvoir, par exemple, traiter pas mal de problématiques de conformité par ce système. Par exemple, ne pas autoriser la création du pod s'il n'a pas les bons labels ou s'il n'a pas de request limit, par exemple, je ne sais quoi d'autre. On va pouvoir valider de façon très très précise chaque objet. Et une fois que toutes ces validations sont passées avec succès, le composant va être la configuration de l'objet pardon, va être persistée dans le TCD pour ensuite être déployé par les opérateurs qui vont bien. On est prêt à passer au pas de résistance avec la sécurité au moment de la livraison, au moment du déploiement. Donc là, ça va vraiment de faire un zoom sur les différentes étapes qu'un pipeline va pouvoir contenir dans un esprit d'FCLCOPS, c'est-à-dire en contenant des étapes de sécurisation au moment du déploiement des différents composants applicatifs sur le cluster. Donc, pour commencer, l'élément de base qu'on va déployer, les images. Donc tout d'abord, il convient de respecter les bonnes pratiques de construction des images, en particulier le fait qu'elles soient minimales. Quand on est dans un contexte de sécurité, l'idée ça va être de diminuer la surface d'attaque, donc de mettre le moins de choses possible dans l'image. Donc pour ça, la première chose, c'est de partir en une distribution adaptée, type Alpine, et également de fabriquer cette image de façon optimale. Une façon parmi tant d'autres, ça va être de faire des Dockerfiles multi-stage, en ayant par exemple un premier stage qui va servir à faire la compilation avec tous les outils nécessaires pour cela, et ensuite un deuxième stage où on va juste pousser les binaires fruit de la compilation. Toute la partie outillage de compilation n'a aucun besoin d'être présente dans l'image définitive. Ensuite, la signature.
les images peuvent être signées, ce qui va permettre de garantir à la fois leur provenance et leur intégrité. Un des moyens de vérifier la signature d'une image, c'est via l'admission controller dont on parlait tout à l'heure. Il y a un petit outil qui s'appelle Connaisseur, par exemple, qui fait ça très bien, qui va s'interfacer avec Notary derrière pour valider les signatures au niveau de l'admission controller. Si vous voulez pas vous lancer dans la vérification pardon, de signature, pensez déjà aux trois façons qu'on a pour les pouler une image. La première, c'est si on précise rien, si on met les latest. Dans ce cas-là, on va récupérer la dernière version de l'image sur la registre en question. Là, c'est pas tellement un problème de sécurité, ça va surtout, on va pas maîtriser pas du tout maîtriser la version qu'on va récupérer, et ça rend en particulier très très compliqué le rollback si on a un problème. Ensuite, on peut bien évidemment préciser la version, donc ça c'est vraiment le minimum. Mais on peut également faire un petit peu mieux en mettant à la place de la version, en mettant ce qu'on appelle le digest, qui va être une empreinte qui va contenir à la fois la version et qui va être un hash du contenu de l'image, donc du contenu des fichiers de l'image. On va réussir à avoir une garantie de l'intégrité, puisque quelque part, si sur une registrie, on peut très bien, on pourrait avoir une image qui a la même version, mais qui au final ne va pas avoir le même contenu. Avec l'empreinte, on a la garantie on a une intégrité de ce que l'on récupère. Donc, vérifier que l'image récupérée est bien l'image que l'on pense récupérer sur la registre. Ensuite, au niveau de cette registrie, justement, bien évidemment, passer par une registrie privée, il n'est pas question, en particulier en production, d'aller pouler ces images directement sur le Docker Hub, qui par ailleurs est une très bonne source d'images pour s'en servir de base pour fabriquer ses propres images, il n'y a pas de problème là-dessus. On peut récupérer des images sur le Docker Hub et ensuite on les fait passer dans un pipeline et au travers de différents process pour valider ce qu'elles contiennent, vérifier leur sécurité, vérifier leur CVE, on verra comment tout à l'heure, mais n'allez pas tirer vos images directement depuis une registrie publique en production. Donc, registries privées qui contiennent vos images que vous avez validées. Comment vérifier que on ne peut pouler que depuis une registrie privée, en tout cas une liste de registries autorisées? Une première solution via un admission controller un petit peu particulier, qui est l'image policy webhook. Donc c'est la mécanique que je vous ai une fois de plus décrit tout à l'heure, et qui là va permettre via un webhook d'appeler un service externe. Donc on va pouvoir développer, il faut faire des choses assez complexes pour valider une image. Ça va être par exemple pour gérer si on veut gérer une notion de blacklist avec des images qui peuvent être bannies si elles sont considérées comme compromises, ce genre de choses. Donc ça permet de faire des choses assez complexes. En général, on se contente, et c'est déjà pas mal, de travailler par whitelist. Et on va voir comment juste après. À travers une activité très importante sur notre pipeline DevSecOps, qui va être l'analyse statique de tout ce qu'on va souhaiter déployer dans le cluster. Donc on a plusieurs façons de réaliser cette analyse statique. Donc l'analyse statique dont le but va être de vérifier tout le contenu que l'on va avant son déploiement, donc avant l'appel à l'API serveur. Donc on va avoir deux choses à analyser, nos images dont on parlait juste avant, et tout l'ensemble des manifestes, donc tous nos fichiers YAML qui décrivent les objets que l'on souhaite déployer. Donc on a une première possibilité de faire cette analyse statique au niveau du pipeline avec Open Policy Agent. Donc c'est qui est un produit très répandu pour faire l'analyse statique et de la vérification de conformité. On peut l'utiliser au sein du pipeline avec un outil comme ConfTest qui va
se baser sur des policies écrits en langage Rego, et donc qui va donc analyser les fichiers qu'on lui donne en entrée et valider leur conformité. Je vous ai mis un petit exemple, notre whitelist de registry. Donc on dit qu'avec la petite policy qu'on a là, on va interdire toutes les images qui ne sont pas récupérées depuis maregistry@moi.fr. Et donc du coup ça fait échouer le test de conformité, et donc à ce moment-là il faut qu'on configure le pipeline pour qu'il échoue et qu'on ne déploie pas des images qui ne viennent pas de cette registrie. Donc là je vous ai donné un exemple simple sur la partie registrie. On peut faire énormément de choses avec ces règles-là. Pensez quand même que les règles sont quand même quelque chose qui est assez difficile à écrire, même si on trouve beaucoup de choses sur les cas standards sur Internet, mais c'est quand même assez dur à écrire. Et c'est ensuite, ça nécessite une gouvernance assez importante. Donc il faut s'en occuper, il faut les faire évoluer, il faut traiter les faux positifs, il faut les retester régulièrement, etc. Donc c'est très efficace, ça permet de faire des choses vraiment très précises, mais ça demande quand même un certain travail et dans la durée. Ça s'arrête pas à l'écriture initiale d'un premier jeu de règles. Ensuite, un petit outil que j'aime bien mettre en tout début quand on commence un pipeline, c'est kubesec, puisqu'il va vraiment être très simple à utiliser. Donc ça permet d'initialiser directement dans une première version d'un pipeline, de déjà mettre une étape de validation d'analyse statique sans avoir à faire quoi que ce soit ou quasiment, puisqu'on peut même l'appeler directement en mode entre guillemets SaaS avec un petit curl comme je vous l'ai mis. Alors on peut également l'utiliser en mode il y a également un binaire ou une image Docker. Enfin, on peut faire un petit peu autrement. Là, c'est juste pour montrer la simplicité. Donc, on envoie notre déploiement et on obtient un score et on a un code différente de sens si le score de risque est trop élevé. Donc, ça permet très rapidement de se mettre dans de bonnes dispositions quand on commence à initialiser notre pipeline. Là, on a parlé de tout ce qui est YAML, il reste les images. Donc là, ce qu'il convient de faire, c'est un scan de vulnérabilité pour détecter d'éventuels CVE qui seraient contenus dans les composants des images. Donc pour ça, il y a des outils comme Claire et Trivi qui s'insèrent très bien dans des pipelines. Ça peut également être fait au niveau de la registrie, donc les registries standards offrent cette possibilité. Je vous avais dit que je ne parlerais pas trop de produits, mais si on reste vraiment sur les très grands classiques, on va voir Artifactory qui va avoir le module X-Ray pour faire ça. On a également les registries des cloud providers qui offrent ce service de scan de vulnérabilité. Donc pensez à l'activer. Ensuite, cette analyse statique, là on a vu jusque-là comment la faire au sein du pipeline. On peut également la faire juste après au niveau de l'admission controller. Donc là, il y a un composant qui s'appelle Gatekeeper qui permet de faire ça. Donc là, je vous présente très rapidement son fonctionnement dans sa dernière version, sachant qu'il a un mode de fonctionnement qui varie beaucoup entre les versions. Donc là, c'est vraiment la dernière version, la version 3. Donc qu'est-ce que ça va faire Gatekeeper? Ça va être quelque part un gros webhook qui va faire le pont entre l'admission controller et l'open policy agent. Donc ça va permettre d'exploiter la même mécanique que ce que je vous ai décrit tout à l'heure, mais au niveau de l'admission controller. Donc comment ça s'utilise? On va définir deux objets quand on souhaite définir une contrainte de sécurité, enfin de conformité, pas forcément que de la sécurité. On va avoir un premier objet qui va être un template et qui va donc, si vous regardez bien, contenir dans le YAML toute une partie de code Rego qui va être sensiblement équivalent à ce qu'on
à ce qu'on aurait écrit avec avec la méthode d'avant, mais sous forme d'un template. Ça veut dire qu'on va avoir une notion de variabilisation, donc on va pouvoir lui donner en entrée des variables. Donc le but de cet objet, c'est qu'en derrière, en tâche de fond, Gatekeeper va créer des CRD correspondant à ce template. Donc là, vous voyez que en name, je lui donne un nom. Ce nom correspondra à une CRD derrière. Pour utiliser ce template, eh bien, on va donc définir un objet de type euh, qui va correspondre donc au nom du template, puisque la CRD a été créée. Et ensuite, on va pouvoir lui fixer un scope et ensuite lui envoyer des paramètres. Donc là, si je reprends mon exemple de la whitelist, on va pouvoir, par exemple, pour un scope donné, autoriser un jeu de registries qui vont pouvoir être des registries publiques, mais où on va restreindre à quelle image on souhaite aller chercher, euh, etc. On peut aussi refaire notre registrie ou notre ensemble de registries par ce mécanisme. Donc, grâce à ce qu'on a vu, on sait maintenant déployer, analyser en termes de sécurité ce que l'on va déployer. Donc maintenant commence la dernière étape, mais quelque part la plus importante, c'est-à-dire que nos composants sont déployés, donc vont être vivants dans le cluster, ils vont s'exécuter. Et donc là aussi, il convient de faire des différentes mises en place pour vérifier que cette exécution se fait de façon sécurisée, en tout cas de façon la plus sécurisée possible. La première étape, ça va être l'analyse comportementale. Quand on a un pod qui s'exécute, il va faire son activité normale. Donc, par exemple, si on parle d'un serveur web, il va servir les requêtes qui lui demandent. Et donc pour ça, il va faire ses opérations standards, aller chercher les fichiers qu'il doit servir ou ce genre de choses. Mais il peut également faire d'autres choses qui sont pas forcément le comportement normal attendu. Par exemple, il va essayer de créer des liens symboliques dans le répertoire des librairies, où il va faire des connexions en réseau qu'il n'est pas censé faire. Il y a un shell qui va s'ouvrir dedans. On va accéder à des répertoires, on va vouloir modifier des choses dans le slash etc, par exemple, ce genre de choses. Si ce genre de comportement survient pendant son exécution, forcément, ça va se traduire par un appel système. Ces appels système, on peut les analyser à la volée. Hein, c'est un petit peu comme si on utilisait la commande strass sur un process. Donc, on va pouvoir collecter ces appels système et les faire passer dans des règles pour éventuellement en sortir des alertes. Donc là, il y a un outil qui s'appelle Falco, hein, qui est un outil CNCF assez répandu, qui permet de faire donc du coup d'écrire des petites règles et derrière de les prioriser et de les envoyer dans différents canaux d'alerting. Donc, vous voyez, il y a un petit exemple d'une alerte si on a un process bash qui va se lancer dans un conteneur. Donc c'est un des moyens de faire de l'analyse comportementale. Il y en a plein d'autres, mais voilà, je pensais que c'est pas parce que vous avez livré une image qui ne contient a priori en tout cas aucune CVE, que votre image est minimale, que vous avez appliqué toutes vos règles, peut se passer des choses à l'exécution. Deuxième sujet, et non des moindres, les secrets applicatifs. Donc, ce qu'on entend par secret applicatif, ça va être typiquement tout ce qui va être mot de passe dont l'application a besoin de fonctionner, par exemple pour se connecter à sa base de données, des clés d'API, ce genre de choses, donc, qui sont absolument nécessaires pour l'application. Si elles ne sont pas nécessaires, non, rien à faire là. Donc elles sont absolument nécessaires. Par contre, il faut qu'elles arrivent de façon le plus sécurisée possible et qu'elles soient utilisées de façon sécurisée par l'application. Pour ça, il y a un objet dans Kubernetes qu'on appelle les secrets, qu'il faut considérer comme un strict minimum. Donc ça veut dire que dès qu'on a des secrets, il faut utiliser les secrets de Kubernetes.
pas les mettre dans des config maps, pas les mettre en clair je ne sais où, on les met dans des secrets. Mais c'est loin d'être parfait. Tout d'abord, de base, les secrets sont stockés dans le TCD, comme tout le reste de la configuration, et par défaut, ce n'est pas chiffré. C'est possible de le faire, mais par défaut, c'est pas le cas. Donc pensez un minimum à le faire. Euh, Ensuite, un secret, c'est comme n'importe quel objet, il va avoir son manifeste en YAML. Sauf que dans ce manifeste, le mot de passe n'est pas chiffré, il est juste encodé en base 64. Donc ça veut dire que son manifeste, on ne peut pas le stocker sur un repo. En tout cas, c'est pas du tout recommandé, puisque ça revient à dire que vos secrets applicatifs sont clairs sur vos repos de configuration. Donc déjà ce manifeste, il n'est pas très facile à gérer parce on peut pas le mettre sur nos repos. Ensuite, il est visible à la consommation. Donc une fois que le pod qui a besoin du secret applicatif va le consommer, ben, il va être visible même si on n'a pas accès au secret directement. Donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur la partie autorisation dans Kubernetes, on peut tout à fait interdire aux utilisateurs de faire un get sur les secrets, ce qui leur empêche de récupérer l'objet secret. Par contre, une fois que l'application l'a utilisé, eh bien, il devient soit un fichier, soit un point de montage, soit une variable d'environnement, donc il va pouvoir être récupéré. Ça le rend également accessible depuis les nodes. Il faut certes être root, mais à partir du moment où on est root sur un node, on va pouvoir accéder directement à tous les secrets. Donc vous voyez qu'on a vraiment quelque chose qui est là pour ça, mais qui est quand même loin d'être parfait pour gérer nos secrets applicatifs. Donc très très souvent, on utilise des outils tiers pour gérer ça un petit peu mieux. Hein. Le plus répandu, le plus connu, ça va être Vault d'HashiCorp. Il y a également Conjure dans le même genre et Seal Secret dont le but va être justement de traiter cette partie manifeste dont je vous parlais tout à l'heure, parce que Seal Secret va permettre de chiffrer de façon sûre ce que l'on va mettre dans le manifeste et ça va pouvoir être déchiffré que par le cluster. Par contre, une fois que ce déchiffrement est fait, ça devient un secret standard. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure reste malheureusement vrai. Par contre, ça vous permet de stocker vos manifestes de secrets sur vos repos. Donc, si vous avez une approche GitOps par exemple, vous pouvez mettre vos secrets sur vos repos Git sans aucun souci, puisque dans le manifeste, ils sont chiffrés. On a également les secret managers des cloud providers qui peuvent être utilisés. Bien sûr, ça intègre très bien quand vous êtes dans l'environnement qui va avec. Ce qui m'amène à une nature un peu spécifique de secret applicatif qu'on va pouvoir traiter de façon très sécurisée. C'est les secrets applicatifs qui correspondent à des comptes de service ou à des rôles pour utiliser les services des cloud providers. Donc, autrement dit, pour faire de l'IAM depuis les pods vers des services d'un cloud provider. Donc, si je vous donne quelques exemples, vous avez un pod qui veut attaquer un bucket, qui veut attaquer un dataset BigQuery, ce genre de choses. Donc pour ça, les cloud providers mettent à disposition une intégration qui repose sur le fait de faire un mapping entre le compte de service Kubernetes et un rôle IAM si vous êtes chez AWS, un compte de service si vous êtes chez GCP, et donc de l'utiliser directement sans avoir à échanger de secret. Donc dans ce cas-là, on n'a pas à donner la clé du compte de service, par exemple, puisqu'on va avoir une interaction directe qui va être l'équivalent de ce que l'on fait quand on a des VM. Ce qui tourne sur la VM va pouvoir récupérer un token temporaire et attaquer l'API du cloud provider. Et donc du coup utiliser son IAM.
Donc ainsi, on a un accès sûr sans avoir à véhiculer de secret IAM dans la configuration Kubernetes. Donc c'est ce qui s'appelle Workload Identity sur, sur GCP par exemple. Un point, alors là, c'est ce que je vous ai dit jusque-là, c'est vraiment dans ce qu'il faut faire de façon, on va dire, systématique. Là c'est pour vous montrer un concept quand on veut vraiment aller plus loin en termes de sécurité. À gauche, vous voyez le fonctionnement standard quand on est en Kubernetes et qu'on va donc avoir une flotte de conteneurs dans des pods qui vont s'exécuter sur un worker. Ce worker, il va avoir son noyau, le noyau de l'OS du worker, qui va être appelé par tous les conteneurs qui vont faire leur appel système, sans filtre particulier. Ils vont pouvoir faire tous les appels qu'ils souhaitent. Donc du coup, ça n'offre pas un niveau de séparation ultime entre les conteneurs puisqu'ils se partagent le kernel système. Donc pour ça, il y a des mécaniques qui existent si on veut isoler beaucoup plus fortement nos conteneurs. Le premier, un peu, j'ai envie de dire le mode un peu ultime, c'est de faire en sorte que chaque conteneur ait son propre kernel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque conteneur va tourner en fait dans une VM. Alors dans une VM légère, etc. Certes, mais il n'empêche que c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué et lourd à mettre en place. Hein. Il y a Kata Container, par exemple, qui s'appuie sur ce principe et qui va lancer du coup, des micro-VM pour chaque conteneur qui va se retrouver donc du coup complètement isolé avec son propre kernel. Il y a une approche un petit peu intermédiaire qui est notamment utilisée par la solution gvisor de Google, où là chaque conteneur va avoir un kernel indépendant, un kernel sur la partie user. Donc c'est la même approche que ce qui s'appelle toujours user mode Linux, qui permet d'avoir un process, son noyau utilisateur attribué. Donc ça permet d'avoir un kernel sur indépendant par conteneur, et ça va permettre également de filtrer du coup les appels système qui sont faits au kernel au niveau système justement. Là, je vous rassure, hein, c'est pas quelque chose qu'on met en place tous les jours et systématiquement, mais en tout cas voilà, sachez que si vous avez vraiment besoin d'une isolation très forte entre les conteneurs, c'est une approche qui est possible. Quelques autres petits points un petit peu plus légers. L'immutabilité des conteneurs. Un conteneur, on admet en général que c'est quelque chose d'immutable, hein, parce que si on veut mettre à jour ou changer la configuration de ce qu'il contient, on va redéployer un nouveau conteneur, on va pas aller modifier un fichier de conf qui est dedans, ça vous donnerait pas l'idée. Néanmoins, on peut faire en général en tout cas quelques actions supplémentaires pour le rendre vraiment complètement immutable. En particulier le passer intégralement en lecture seule, hein, sauf vraiment les exceptions. En général, il y a au moins l'écriture des fichiers PID, par exemple. Mais en tout cas, voilà, peut-être le plus possible en lecture seule sur le file system root. Ensuite également, par exemple, interdire ce qui va être login, ce qui va être lancement de shell, ou le fait d'avoir des outils qui permettent de faire des modifs à l'intérieur du conteneur, histoire d'avoir quelque chose qui est vraiment complètement immutable au niveau du conteneur.
Alors ça apporte un plus en termes de sécurité, ça, ça apporte un gros moins en termes de debug et troubleshooting. Donc, donc prévoyez des mécaniques pour pouvoir désactiver ce côté immutabilité sur les images pour pouvoir débugger le cas échéant. Ensuite, les PSP, donc Pod Security Policy, qui sont en train d'être dépréciés à la faveur du Pod Security Admission Controller. Donc, comme on l'indique, ça appuie une fois de plus sur l'Admission Controller. Donc, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre de forcer des paramètres de sécurité du pod. Donc, par exemple, ça va permettre d'autoriser spécifiquement des conteneurs à être en mode privilégié, c'est-à-dire à utiliser des ressources du serveur du worker qui les porte. Autoriser, donc bien sûr, bien sûr interdire également. Ça permet, comme je disais avant, de forcer un file system en read-only. Ça permet de forcer un numéro du user ID, par exemple, d'interdire certains types de volumes, par exemple d'interdire des PV, ce genre de choses. Ça peut également forcer du paramètre à part mort, SE Linux, ou ce genre de choses. Donc très intéressant pour sécuriser nos pods. Ça permet également de définir les capabilities. Eh bien voilà, on est au bout du menu. J'espère que ça vous a intéressé. Il y a encore d'autres sujets que l'on pourrait traiter, mais c'était déjà un petit challenge d'essayer de faire d'avoir une vue d'ensemble sur tous les endroits où il fallait être vigilant en termes de sécurité sur un cluster Kubernetes. Je vous liste quand même quelques autres sujets, par exemple le service mesh qu'on peut du coup ajouter et qui va lui aussi apporter sa pierre à l'édifice en termes de sécurité, notamment avec la partie mutuelle TLS. On va pouvoir sécuriser les échanges entre les pods, avoir un niveau d'access policy encore un petit peu plus précis et efficace pour autoriser ou non ce qui peut arriver jusqu'à un pod, faciliter la validation de l'authentification, par exemple en validant avant l'arrivée dans l'application d'un jeton JWT. Je sens que l'intérêt du service mesh il va utiliser le concept de pod sidecar. Donc on va donc du coup mettre un mini proxy devant les composants applicatifs et intercepter tout le réseau qui sort ou qui rentre dans les composants applicatifs, et donc d'intervenir dessus sans impact ou sans modification en tout cas de l'application. Également l'audit, tout ce qu'on a évoqué ici, c'est très bien, mais il faut le suivre. Donc il y a toute une possibilité d'audit, de traces d'audit sur Kubernetes nativement déjà. Donc pensez au moins à activer ça et à exporter les traces d'audit. Eh bien, merci à tous, merci de m'avoir écouté, et surtout merci à nos sponsors et merci à CloudWest de m'avoir retenu pour ce talk. Au revoir.